maintenant, j'ai demandé à Gaël Rousseau donc, de venir nous parler de l'éco-conception en Naval Group. Gaël. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'éco-conception en Naval Group. Alors, ça va pas être tout à fait le même sujet que Jean-François, même si, effectivement, l'empreinte carbone, on la regarde également. Je vais essayer de parler de façon un petit peu plus large. Et je vais essayer d'aller vite, puisque c'est Philippe qui m'a dit qu'il fallait que je me presse pour respecter les horaires. On peut passer, ça c'est juste le sommaire pour que vous l'ayez en tête. Le contexte. Le contexte pour nous, il est très très clair. C'est que clairement la hausse des émissions de gaz à effet de serre, elle est présente. Jean-François en a parlé aussi. Il y a une accélération du dérèglement climatique qui nous impacte directement. Et puis il y a une chose qui est peut-être pas forcément écrite là aussi, mais qui a été abordée aussi ce matin, c'est la souveraineté des matériaux, des ressources, qui me semble être importante. Donc aujourd'hui, on considère que 25% des émissions de CO2 mondiales est vraiment liée au transport et que, on en a encore reparlé, la transition est vraiment vers le décarboné et est réellement en marche. Tous les utilisateurs ou en tout cas toute la supply chain du début à la fin, vous la retrouvez à ce niveau-là. Et nous, au niveau Naval Group, en fait, on se retrouve un petit peu dans tout ce schéma. C'est-à-dire que, alors, hormis l'extraction, mais notre chaîne d'approvisionnement est touchée. En tant qu'exploitant utilisateur, lorsqu'on fait nos essais, eh bien, on est aussi dans ce cadre-là. On est constructeur, bien entendu. Nous avons des infrastructures à Naval Group. Et puis, au niveau énergéticien, j'allais dire, quand on fait de la R&D, on est aussi sur ces sujets. Donc, voilà, il faut qu'on regarde tout ça de très, très près. La planche suivante. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que l'on a fait, et Rima qui est là, je la remercie parce que c'est elle qui a travaillé avec les équipes éco-conception sur ces planches. Ça nous a permis de regarder du court terme jusqu'au long terme dans quelle logique est-ce que l'on s'inscrivait. Donc on a des aspects opérationnels, capacitaires, clairement. Sociétal et réglementaire et stratégique et économique. Et ce qui est super intéressant, c'est de se rendre compte que c'est pas parce que moi, en tant que responsable éco-conception, j'allais dire, du groupe, je parle d'environnement, que les aspects et réglementaires et opérationnels et capacitaires vont être mis à mal. Au contraire, on s'est rendu compte que tout ça était très très lié. Alors je vais juste prendre un exemple. Si aujourd'hui le besoin des marines est vraiment d'accéder, de naviguer un petit peu partout, vous savez que les zones deviennent de plus en plus réglementées, on va devoir contribuer au niveau des forces vis-à-vis de l'engagement de l'État à ces sujets-là. Et donc travailler au niveau de la responsabilité sociétale de notre entreprise, travailler sur la décarbonation pour pouvoir leur rendre cette capacité possible. Voilà, je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail. Alors notre engagement, donc planche suivante, ça va faire presque 15 ans qu'on commence à travailler sur ce sujet. Personnellement, si je calcule, ça doit être ma 11e année. J'ai eu la chance d'avoir Régis comme directeur technique à l'époque, qui a créé ce qu'on appelle un secteur d'activité environnement éco-conception à Naval Group. Puis mon directeur suivant est là aussi, donc je suis bien cooptée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a décidé réellement de créer un métier environnement éco-conception Naval Group. Et donc, il y a eu une certification ISO 14001, il y a eu des développements d'analyse propres environnementales, donc pas que CO2. C'est-à-dire que, bon, je vous en parlerai un petit peu après, on est vraiment sur un scope beaucoup plus large. On est en train d'enrichir des règles métiers. On a eu la chance aussi d'être vraiment boosté par des chantiers RSE, donc il y a 2 ans. Et c'est sous l'égide et du chantier RSE et de la stratégie de l'entreprise qu'aujourd'hui, on prend en compte l'environnement, j'allais dire, sur presque tout. On est parti du bâtiment de surface, on l'a étendu aux sous-marins. Bien entendu, les équipements qui les composent font partie aussi du périmètre. Donc ça veut dire que nos collègues d'Indred, de Saint-Tropez, de Ruel font aussi partie de l'aventure. On a commencé sur le neuvage, mais on embarque aussi la MCO, donc tout ce qui est rétrofit, que ce soit Brest ou Toulon, aujourd'hui les collègues sont dans la boucle également. Sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que moi j'ai des correspondants de secteurs d'activité aussi bien au niveau offre et marketing qu'au niveau des achats, pour être sûr qu'il n'y ait pas de rupture en fait dans la chaîne. Et puis sur le cycle de vie complet du bateau, donc
On regarde de l'extraction du matériau jusqu'à la fin de vie, voire on essaye de faire une boucle complète de recyclabilité et de réintroduction de matériaux. Donc tout ça, c'est possible grâce à une équipe éco-conception. Donc quand Régis a créé ça, on était 1,5, 2. Voilà, aujourd'hui on approche les 8, donc ça c'est plutôt pas mal, avec des experts ou des spécialistes vraiment ACV, éco-conception, des gens qui travaillent dans la R&D. Et puis comme je le disais, un réseau, moi ce que je dis souvent c'est que c'est très complexe quand même parce qu'on peut très bien me poser des questions sur un arbre propulsif à Indrette, puis des torpilles à Saint-Tropez, puis des matériaux dans tel domaine, etc., etc. Donc en fait, j'ai des spécialistes métiers un peu partout parce que j'ai absolument pas la prétention de tout connaître. Hein. Ce que je dois apporter, c'est plutôt la méthode. Donc la planche suivante, Régis, s'il te plaît. La RSE, j'en ai parlé. Donc 2021, des chantiers RSE. Nous avons 4 piliers aujourd'hui au niveau RSE, dont un pilier environnement. Et dans ce pilier environnement, eh bien, vous avez 6 chantiers environnementaux, dont intégrer l'éco-conception sur le cycle de vie qu'on a porté Rima et moi. Nous avons une raison d'être depuis l'année dernière qui est le petit mot que je vous ai noté là, donner aux marines les moyens de leur puissance. Et puis vous allez voir que on s'inscrit réellement là-dedans avec l'éco-conception. Parce que ce que l'on veut, c'est, je l'ai plus ou moins déjà dévoilé, c'est concilier les impacts environnementaux et les impacts opérationnels. Et puis moi, quand j'ai commencé à faire des analyses environnementales, je me suis rendu compte que j'avais des rejets solides, liquides, gazeux. Il y avait des émissions de polluants, il y avait une problématique de ressources, il y avait des problématiques sur le milieu environnant. Et puis on s'est dit mais ouais, mais ça parle pas très très bien quand même aux opérationnels. Donc avec Rima et les équipes, on a travaillé sur le sujet, puis on s'est dit mais en fait toute la partie trace, la partie rejet vis-à-vis de la furtivité d'un sous-marin, ça c'est un mot qui va parler et à nos opérationnels et à nos offreurs. Donc on retrouve clairement un lien très très fort entre les deux vocables. La même chose pour la sobriété ou la souveraineté énergétique et matériaux. Parler de sobriété, de souveraineté aux opérationnels, voilà, ça parle plus que de dire tu consommes, excuse-moi, mais tu consommes trop de tel acier ou tu consommes trop d'énergie. La capacité à naviguer partout, là c'est clairement le respect de la réglementation. Et puis on a rajouté l'image et l'impact sociétal, parce que comme beaucoup d'entreprises, la jeune génération est très regardante sur ces sujets et on ne veut pas tomber dans le greenwashing et on veut absolument montrer des actions concrètes pour pouvoir intégrer de nouveaux talents. Donc ça, c'est notre engagement. Les évolutions que ça a apporté, donc planche suivante, c'est qu'il y a un an et demi, en fait, on a créé des niveaux de maturité pour pouvoir catégoriser nos bateaux. Le niveau standard, c'est le socle de réglementation que Naval Group s'applique. Alors aujourd'hui, la réglementation, elle est essentiellement au MI. Quand je suis arrivée, c'était non mais Gaëlle, tu nous enquiquines avec ta réglementation, c'est pas fait pour les navires militaires. Alors, je dis mais les navires militaires, ils sont pas souvent en guerre et heureusement, donc en temps de paix, il faut qu'on soit exemplaire, irréprochable. Donc on a en fait un socle standard qui reprend grosso modo la Marpol pour la plus connue. Et tous nos bateaux se doivent d'être à ce niveau-là. Ensuite, on s'est dit, le niveau au-dessus, c'est quand on a fait un minimum d'études environnementales. Alors, ça pouvait être des études comparatives, par exemple, entre 2 modes de propulsion. Et on s'est dit, voilà, ça veut dire que les programmes, ils sont quand même concernés par ces sujets. Et puis, ensuite, le niveau 3, c'était, là, on fait la totale, on se fait une analyse environnementale ou une analyse de cycle de vie pour vraiment avoir un état des lieux de où en sont nos bateaux sur leur cycle de vie complet. Le 4, c'est j'ai fait cet état des lieux et je propose des technos qui vont faire que je vais être un petit peu plus vert. Et puis le niveau 5, c'est l'excellence, c'est un peu le concept ship. Donc on s'est rendu compte fin 2020 que grosso modo 80% de nos bateaux étaient au niveau 2, qu'on était en capacité presque de proposer des bateaux niveau 4, mais qu'on n'était pas sûr de notre coût parce qu'on n'avait pas fait le niveau 3 intermédiaire. Et forcément, on ne peut pas passer à un niveau supérieur si on n'a pas rempli
le précédent. Donc là, sur 2022-2024, toutes nos lignes de produits sont en train d'être checkées. Donc on fait un état des lieux en faisant une analyse environnementale. Et le but, bien entendu, à terme, hein, c'est d'arriver ici, c'est de proposer des solutions éco-responsables sur nos bateaux. Donc la planche suivante, alors celle-là, je vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer que c'est pas simple hein, pour arriver à mettre des technos sur un bateau, parce que grosso modo, c'est ici que ça se passe, hein, c'est que les programmes, on veut qu'ils aient des technos verts. Mais pour faire ça, ça veut dire que ça engage énormément de choses. Et puis, je me focaliserai là-dessus, puisque c'était entre autres un peu une partie de la présentation. C'est que pour proposer des technos, il faut que ces technos-là aussi, elles soient mesurées et qu'elles soient mesurées à leur juste niveau. Et qu'en fonction des niveaux de TRL que l'on a, on ne peut pas utiliser forcément les mêmes outils. Donc, on a développé des outils qui vont être adaptés à chacun de ces niveaux de TRL pour qu'on puisse proposer des technos ensuite sur les navires. Je vous laisserai le temps de regarder, de me reposer des questions à l'issue de la présentation. La planche suivante. Au niveau du métier, on a aussi changé les choses. Donc, j'ai parlé du secteur d'activité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a créé aussi un domaine scientifique qui est tout nouveau, là, qui date de cette année, qui est encore plus amont, où on me demande en fait de créer, ou en tout cas de m'approcher de connaissances. Et ça rejoint aussi beaucoup ce que Jean-François a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire être dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on est beaucoup dans l'état des lieux. Voilà ce que l'on fait, voilà ce que l'on va projeter sur plutôt du court terme. Dans 20 ans, dans 40 ans, qu'est-ce que ça va être avec toutes les problématiques aussi bien énergétiques, mais géopolitiques, etc., qui arrivent. Il va falloir se projeter. Donc, il y a ce nouveau domaine scientifique qui a été créé pour répondre à ces questions-là. La planche suivante, donc la R&D. Donc la R&D, ça va être une des solutions pour proposer ce passage du niveau 2 au niveau 4 avec des solutions éco-responsables. Donc à Naval Group, en fait, la R&D est fédérée selon différents axes fédérateurs. Donc l'axe fédérateur qui va chapeauter toute cette démarche-là, il s'appelle Blue Ship. Dans Blue Ship, vous avez un sous-axe qui est lié entre autres à l'aspect environnemental et qui va accompagner tous les autres axes de R&D pour proposer une green attitude. C'est-à-dire que c'est pas juste Blue Ship et c'est pas juste l'aspect environnement avec des définitions ou des développements de techno type gestion des déchets que l'on souhaite être vert. C'est-à-dire que même les collègues qui vont travailler sur l'IA, même les collègues qui vont travailler sur les matériaux, on est en train de les accompagner pour leur apporter des grilles de lecture pour devenir de plus en plus verts. La planche suivante. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ce sont les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que à partir du moment où l'on veut repérer des solutions qui pourraient être éco-responsables, comment est-ce qu'on fait pour qu'à terme elles soient implémentées à bord? Eh bien, on a pour je veux dire, le déroulement de la R&D, un passage de TRL, je veux dire classique, et pour chacun de ces passages de TRL, eh bien, on a défini des outils qui vont être dédiés pour pouvoir mesurer leur part d'éco-contribution. Donc, si on passe à la planche suivante, le premier, on l'a appelé ICE, c'est un indicateur de contribution environnementale. C'est un tableau Excel, c'est un truc tout simple qui est mis à disposition de tout un chacun, dans lequel on va retrouver en fait les 8 gros items ou axes de travaux liés à l'environnement, donc la conso des ressources, rejets gazeux, biodiversité, fin de vie, etc. Et donc pour chacune des fiches de R&D qui vont être ouvertes et déployées, on va catégoriser la fiche avec ces critères-là. Donc on regarde la position sur la part d'éco-contribution avec un oui-non, on justifie et on met un plan d'action. Parce que ce qui nous semble être important, c'est que c'est pas parce qu'au départ elle est pas forcément intéressante en termes d'éco-contribution qu'elle ne pourrait pas le devenir. Si je prends un exemple, aujourd'hui au niveau de tout ce qui est fabrication additive par exemple, c'est assez difficile encore de dire est-ce que c'est éco-contributeur ou pas.
On a lancé des études, on sait que c'est plus léger, donc si c'est plus léger, ça devrait permettre de moins consommer à bord. On sait aussi que ça apportera certainement moins d'activités de maintenance, mais pour autant, le processus industriel, la fin de vie, les composés que l'on va utiliser pour le composite, est-ce que ça va, au niveau de la balance, apporter quelque chose? Parce que c'est ça la problématique de l'éco-contribution, c'est qu'on regarde le cycle de vie complet et qu'il faut toujours réussir à trouver le compromis qui va faire que la balance va pencher du bon côté. 5 minutes? Ok. Le suivant. Donc l'ACV simplifié, alors je ne sais pas si vous connaissez l'ACV. L'ACV, c'est quelque chose d'assez complexe, hein. C'est vraiment un travail de spécialiste avec des logiciels spécifiques, etc. Et là aussi, on s'est rendu compte que, hormis les équipiers éco-conception, personne ne pouvait réellement faire d'ACV. Or là, si on veut déployer la méthode, étendre les choses, il fallait qu'on ait un outil plus simple. Donc on a développé en fait une ACV simplifiée, qui est aussi un tableau Excel qui est pré-rempli, et en fonction en fait du matériel que vous allez changer, vous allez avoir vos chiffres qui vont changer derrière et qui vont vous donner en fait ce genre de graphique, hein, qui est symptomatique de l'ACV assez rapidement. Donc là, il faut un minimum de données quand même, donc on est plutôt sur des TRL 4-5 et non pas 3 comme tout à l'heure. La planche suivante. Donc l'ACV, si vraiment il y a besoin, si l'ACV simplifiée n'est pas suffisante, on va tomber dans de l'ACV. Donc là, c'est beaucoup plus précis, hein, c'est normé, etc. Mais c'est un travail de spécialiste, comme je l'ai dit. C'est vraiment le jusque-boutisme dans lequel on ne souhaite pas forcément tomber. Donc on a à Naval Group choisi spécifiquement des critères, hein, qui étaient proches de nos problématiques, puisque normalement il y a 12 critères, hein, nous on en a choisi 4. Et puis on va essayer pour chacune des technos de mesurer en fait leur impact sur ces critères qui nous sont propres et qui nous parlent. La planche suivante. Les améliorations possibles, elles sont toutes simples, hein. À chaque fois, c'est la même chose, réduire, réduire, réduire. Donc on est vraiment dans la sobriété. On regarde tout ça quand on passe en comité de maturité des innovations, puisque, comme je le disais, je le répète, hein, les 8 axes de progrès doivent nous permettre à terme de proposer des technos, enfin pas que des technos, ça peut être des process aussi, mais en tout cas des solutions les plus green possibles. La planche suivante. Le but ultime, si j'ai passé très vite le gros schéma tout à l'heure, mais le but ultime, vous aviez ici complètement à droite, en fait, une proposition des choix au programme. Et la proposition des choix programme, en fait, elle va être dans un catalogue de solutions. Donc, ce que l'on veut, c'est vraiment que, à terme, nos équipes d'architecture ne réfléchissent plus, mais aient ce catalogue vert, et puis aillent chercher la techno qui va bien. La note environnementale que l'on a dans ce catalogue, elle se focalise toujours sur les 8 points qu'on a abordés tout à l'heure, et le fait de les relier à la furtivité, à la souveraineté, on espère que ça va progressivement motiver les équipes programmes. La planche suivante. Un concept chip que là, je vais passer très rapidement parce que vous l'aurez sur YouTube. On a présenté ça à Euronaval l'année dernière. Donc, c'est aussi pour vous montrer que le niveau 5, dont j'ai très peu parlé, quel concept, hein, il est aussi possible. C'est-à-dire que ce bateau-là, hein, donc c'est une frégate de premier rang. Et ce que notre directeur Éric Papin a utilisé comme maxime, je l'aime beaucoup, c'est le bleu au service du gris. C'est-à-dire qu'on a, je veux bien la planche suivante directement, voilà. On a 20 technos en fait qui font partie des green technos, des green solutions, qui ont pu être montées à bord de ce bateau-là et qui ont pu faire qu'on réduisait la consommation et les émissions de CO2 par 3. Donc sur YouTube, vous trouverez le petit film. La suivante. Donc ma conclusion, et là vous auriez dû avoir un film, malheureusement il n'est pas passé, donc j'ai eu une petite frayeur ce matin parce que ma presse n'était pas arrivée, donc c'était le Blue Chip. Donc on sait pertinemment, et je rejoins ce qui a été dit juste avant, hein, on est en train de changer de monde, on est en train de changer de paradigme, on sait qu'il faut y aller, la transition écologique, énergétique, elle est en marche, les réglementations augmentent, et nous ce que l'on veut, c'est effectivement y participer pleinement.
Et si je peux rajouter un mot, je pense que beaucoup de choses passent par la sobriété. Et je pense que ce mot sobriété, il est très important. J'espère qu'il voilà, qu'il émanera aussi de nos réflexions à terme à Naval Group. Voilà, j'en ai terminé. Merci Gaël. Bon, on va avoir un peu de temps pour des questions. J'ouvre ça au... Je vais démarrer. Hein. Moi, j'en ai... Bon. Ouais, non mais j'en ai quelques-unes. Non, pas d'inquiétude, j'en ai quelques-unes en store. Donc, alors pas encore tout à fait l'heure d'aller manger. Ouais, j'en ai une pour commencer. C'est parce que tu sais, bon, on a travaillé ensemble sur ces sujets-là pendant des années, donc je connais un petit peu. Et dans l'ACV, la difficulté, c'est que on a une grosse part des matériels en fait qui sont achetés. Et donc, comment est-ce qu'on embarque les fournisseurs dans cette démarche de l'ACV, puisque si on ne connaît pas l'ACV de l'équipement qu'on met à bord, ben on connaît pas, on a du mal à identifier son impact sur notre ACV à nous. Alors, ce que je disais, j'ai la chance d'avoir un correspondant au niveau des achats chez nous qui est très bienveillant et qui est aussi câblé comme moi, donc c'est plutôt simple. Enfin simple. On essaye progressivement de demander dans les cahiers des charges, tout simplement, à minima d'avoir alors les ACV s'ils l'ont, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que enfin ça avance partout, donc nos partenaires sont aussi dans cette logique-là. Et lorsque l'on n'arrive pas à voir les ACV, on leur demande au moins un inventaire des matériaux. Pas que des substances dangereuses, hein, pas par rapport à REACH, etc., mais vraiment les matériaux, parce que grâce à ça, en fonction, voilà, on peut remonter et le faire nous-mêmes. Mais je pense qu'à terme, on va retrouver en fait des demandes de type ACV vers nos fournisseurs. Et autant il y a 10 ans, je pense qu'ils nous auraient regardé avec des yeux gros comme ça, mais en fait, on se rend compte en discutant avec eux qu'ils sont mûrs aussi pour ce genre de démarche. Alors, c'est pas un critère dans les achats. Par contre, ce qu'on a mis en place avec Pascal, là, c'est que quand on a ce qu'on appelle des comités achats là, stratégiques, on fait des présentations. En fait, ils me demandent souvent, tiens, file-moi quelques planches, faut que je leur montre, etc. Et donc, ça veut dire qu'avec nos fournisseurs de plus haut rang, enfin, c'est pas une obligation, mais en tout cas, on les incite fortement à aller vers ça. Oui, oui, vous avez présenté une démarche extrêmement complexe, complète, pour ainsi dire. Pour comprendre les choses de façon simple ou simpliste, une démarche de progrès, il faut un indicateur qui montre qu'on progresse. J'ai pas beaucoup vu de quantitatif dans votre présentation. Est-ce que, par exemple, vous êtes en mesure aujourd'hui de calculer le bilan carbone d'une frégate? Vous dites que Blue Ship, c'est 3 fois moins de consommation. Bon, ça c'est un peu une planche commerciale. Est-ce que quantitativement, et puis il n'y a pas que la consommation du moteur dans le bilan carbone, c'est comme on dit, de la mine au produit. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un outil qui permette de quantifier un petit peu vos progrès en matière, ne serait-ce que de décarbonation? Oui, en fait, alors il faudrait revenir dans les planches, enfin un peu les ACV, là, nos fameuses ACV nous permettent vraiment de savoir où le bas blesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle, où sont nos aspects environnementaux significatifs, où est-ce que ça pose problème. Alors, je vais faire une réponse en deux morceaux. L'empreinte carbone, ça nous avait été demandé par Hervé Guilloux lorsque le Suffren avait été mis à l'eau. Moi, j'avais reçu un coup de fil en me disant, il y a une question du journaliste, combien pèse en carbone le Barracuda? Et en fait, heureusement, on avait eu le nez creux parce que c'était une démarche qu'on avait initiée quelques années précédemment. Et d'ailleurs, j'ai fait une présentation en 2019, rien que sur l'empreinte carbone. Donc aujourd'hui, on a l'empreinte carbone de la FREMM, on a l'empreinte carbone de la Gowin, on a celle du Scorpen et on a celle du Barracuda. Donc ça, on les a. Mais l'empreinte carbone, c'est pas suffisant. Donc en fait, l'analyse environnementale ou l'analyse de cycle de vie nous permet d'aller au-delà. Parce que là, en fait, quand vous prenez ce genre de solutions, en fait, d'outils,
pour l'empreinte carbone, vous n'allez prendre grosso modo que le réchauffement climatique. Alors que là, ça nous permet de voir les algues vertes, l'épuisement des ressources et la couche d'ozone qui est assez intéressante également. Donc en fait, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'au niveau des lignes de produits, et là on doit le voir sur le schéma où on voit les numéros là, 1, 2, 3, 4. Donc aujourd'hui, on a une empreinte de ce type-là pour la frégate. On en a une pour la Gowin. Et Rima, tu me reprends si je dis des bêtises. C'est en cours pour le S3G et on a fait aussi des avant-projets sous-marins. Donc en fait, ce que l'on veut, c'est vraiment avoir une mesure de toute notre ligne de produits. Ce que je vous ai présenté était plutôt lié aux techno, mais ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'une techno, on va être en capacité de dire, elle est problématique parce qu'elle utilise tel type de ressources. Et qu'on sait que cette ressource, elle est finie et elle risque de ne plus être accessible. Donc, regarder l'obsolescence, voir si on travaille sur autre chose. Elle va être en capacité, cette méthode, de nous dire, il y a un problème sur la phase de fabrication, parce que quand on soude un certain type d'acier pour nos sous-marins, ça consomme tellement que ce serait bien de regarder est-ce qu'on revoit le processus industriel ou pas. Donc on va très très loin en fait, et on embarque progressivement tout le monde. Donc on a, je vous ai pas montré les chiffres, mais on les a. Je vous crois. Et c'est toi qui les as. Oui. Alors en fait, comme la démarche, elle n'est pas si ancienne que ça, j'allais dire, le seul sous-marin dont on a une mesure claire, c'est le Scorpen. Et le Scorpen, effectivement, a été vendu à plusieurs marines. Et quand on a fait cette mesure, on a pris un mélange quelque part de l'Inde et du Brésil pour avoir un maximum de données et rendre accessible à nos clients, s'ils le souhaitaient, ces informations-là. Aujourd'hui, clairement, le client, la DGA souhaite de plus en plus avoir accès à ce genre de données, mais ils sont pas encore prêts tout à fait, je pense, à payer tout simplement la prestation. Donc, on n'a pas été sollicité pour présenter à nos clients, c'est ce genre de choses, mais on le fait de façon plutôt volontaire et interne. Voilà. Donc, typiquement, la frégate Frem ou la corvette Gowind, on l'a fait en interne. Et puis, les résultats ensuite sont complètement calcables d'un client à l'autre, puisque c'est vraiment des modifications à la marge que l'on va avoir. Ouais. Alors, ouais. Alors, on a fait une étude. Ouais. On a fait une étude en fait pour savoir justement où en étaient les autres chantiers. Et puis, c'est pas toujours évident parce qu'on a beaucoup de chantiers concurrents, entre autres, qui travaillent aussi sur des domaines civils et qui communiquent beaucoup sur la partie civile, mais on ne trouve rien sur la partie militaire. Donc voilà. Et en fait, même s'ils communiquent beaucoup, c'est dommage que Timothée soit parti, mais moi je sais qu'au niveau du GICAN ou même au niveau de certains groupes d'industriels européens, quand je présente ce que l'on fait, on est pas mal, quoi. On est encore un peu en avance. Au niveau de la filière maritime, je pense que on trouve des choses. Il y a des petits chantiers. J'ai entre autres, alors je connais pas le nom de son chantier, mais je sais que j'ai un collègue là sur l'Orient qui bosse aussi sur ces sujets-là. C'est assez aléatoire en fait, et bien souvent ça va être très focal sur la conso en fait. C'est-à-dire que voilà, on va être sur l'empreinte carbone et encore plutôt sur la conso énergie et ça va pas beaucoup au-delà de ce que j'en ai vu aujourd'hui.
Et pour le dernier papier de cette séance, je demande à Rima Chemraoui de nous joindre et elle va nous parler du risque épidémique.